Comment est-ce qu'on passe de la plus petite étincelle de vie, complètement invisible à l'œil nu, aux énormes cataclysmes qui ont carrément redessiné notre planète? Comment tout ça est connecté en fait? Eh bien, c'est le voyage qu'on va faire ensemble, un voyage à travers les échelles vraiment vertigineuses du vivant. D'un côté, on a une simple cellule, microscopique. De l'autre, un dinosaure, gigantesque. On pourrait croire que ce sont deux mondes qui n'ont absolument rien à voir. Et pourtant, en réalité, c'est bien plus lié qu'on ne le pense. Alors, c'est quoi ce fil invisible qui relie l'infiniment petit à l'histoire de la vie sur Terre? C'est ce qu'on va décortiquer. Bon, pour se lancer dans cette grande histoire, il y a une première étape cruciale. Il faut pouvoir voir. Et le truc, c'est que nos yeux, ils ne suffisent pas. Non, il va nous falloir des outils spéciaux, des outils qui vont nous ouvrir les portes d'un univers complètement caché, qui est pourtant là, juste sous notre nez. Alors, souvent, on a tendance à confondre loupe et microscope. On se dit, bon, ça grossit quoi. Mais en fait, pas du tout. Leur mission est radicalement différente. La loupe, c'est un peu comme quand on zoome sur une photo. On voit mieux les détails de quelque chose qu'on voyait déjà avant. Le microscope, lui, c'est autre chose. Il nous ouvre la porte sur un monde entièrement nouveau. Un monde qui, sans lui, resterait juste invisible, totalement inaccessible. Et voilà notre passeport pour ce monde invisible, le fameux microscope optique. Le principe, au fond, il est assez simple, mais c'est du génie. On combine des lentilles, vous savez, l'oculaire, là où on met l'œil, et puis les objectifs juste au-dessus de ce qu'on observe, et hop, ça multiplie la lumière, ça agrandit l'image des centaines, des milliers de fois. C'est vraiment grâce à cette machine qu'on a commencé à percer les secrets du vivant. Ok, mais comment on sait à quel point on a zoomé? En fait, c'est un petit calcul super simple. Il suffit de prendre la puissance de l'oculaire, la lentille où on regarde et de la multiplier par la puissance de l'objectif qu'on a choisi. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on peut dire, là, je suis en train de regarder cette cellule 100 fois ou 400 fois plus grande que ce qu'elle est en vrai. Bon, maintenant qu'on a les outils, allons-y, partons à la découverte. Imaginons, on prend n'importe quoi de vivant, vraiment n'importe quoi, et on le met sous l'objectif. Qu'est-ce que le microscope va nous révéler? C'est quoi, au fond, la signature universelle de la vie? Eh bien voilà ce qu'on trouve. Que l'on regarde un petit bout d'oignon, un morceau de notre propre peau, ou même une goutte d'eau d'une mare, c'est toujours la même structure qui apparaît. Des cellules. Pensez-y comme des briques de Lego. Ce sont les briques fondamentales avec lesquelles absolument tout le vivant sur notre planète est construit. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que, qu'on parle d'une paramécie, c'est un organisme entier en une seule cellule, ou d'un truc complexe comme un oignon qui en a des milliards, la structure de base, elle, ne change pas. C'est toujours ce petit sac, une membrane autour, un liquide à l'intérieur, le cytoplasme, et un centre de commande, le noyau. C'est ça, la signature du vivant. Mais attention, voir, ça ne suffit pas. En science, si on ne peut pas partager ce qu'on a découvert, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que bien avant qu'on ait des appareils photo, les scientifiques ont appris à dessiner, à traduire ce qu'ils voyaient dans l'oculaire en schéma ultra précis. Ce n'est pas de l'art, c'est de la donnée visuelle. Et attention, ces dessins ils ne sont pas faits n'importe comment. Oh non, ça suit un code super strict. Il faut que les traits soient fins, continus, les légendes bien alignées à la règle. Tout ça, c'est pour qu'un autre scientifique, à l'autre bout du monde, puisse regarder le dessin et comprendre exactement ce qui a été observé, sans aucune ambiguïté. C'est en quelque sorte le langage universel de la science. Ok, donc on a vu la brique élémentaire, la cellule. Maintenant, on va changer complètement d'échelle. Mais alors, complètement. On quitte le monde microscopique et on plonge dans l'immensité du temps géologique. On va voir comment ces petites briques ont construit la gigantesque, l'épique histoire de la vie sur Terre. Et pour lire cette histoire, pas besoin de livre. Enfin, si. Le livre, c'est la roche elle-même. Et les mots, ce sont les fossiles. Toutes ces empreintes, ces os, ces coquilles que les organismes ont laissées derrière eux il y a des millions d'années. Chaque couche de roche, c'est comme une page dans le grand livre de l'histoire de la vie. Sauf que l'histoire que ces fossiles racontent, ce n'est pas du tout une belle ligne droite, un progrès continu et tranquille. Non. C'est une histoire pleine de ruptures, pleine d'interruptions brutales. Et parfois, ces interruptions, ce ne sont pas juste des petites pauses. Ce sont de véritables cataclysmes. Des moments où la vie sur Terre a été presque entièrement effacée. C'est ce qu'on appelle les grandes crises biologiques, ou plus simplement, les extinctions de masse. Il faut savoir que l'histoire de la vie est rythmée par ce que les scientifiques surnomment les 5 grandes. 5 moments où, franchement, la planète a failli devenir complètement stérile. Ça va de la crise d'il y a 445 millions d'années jusqu'à la pire de toutes, celle du Permien-Trias. Là, on parle de 90% de toute la vie sur Terre qui a disparu. Chacun de ces événements a complètement rebattu les cartes de l'évolution. 75%, c'est énorme.
C'est le bilan de la dernière grande extinction en date, la fameuse, celle qui a mis fin au règne des dinosaures il y a 65 millions d'années. Pour se rendre compte, ça veut dire que 3 espèces sur 4 sur la planète ont tout simplement disparu, anéanties. Alors, revenons à notre question de départ. Quel est le lien entre ces extinctions de masse, ces cataclysmes planétaires et les toutes petites cellules qu'on a vues au début? Eh bien, le lien, il est là. Ces crises biologiques, ce sont en fait les grands points de ponctuation de l'histoire de la Terre. Elles sont tellement importantes qu'elles servent de bornes. Elles marquent la fin d'une grande ère géologique et le début d'une nouvelle. L'extinction des dinosaures, par exemple, c'est ce qui marque la fin de l'ère mésozoïque, l'ère des reptiles, et le début de notre ère à nous, le Cénozoïque, l'ère des mammifères. Et voilà, on boucle la boucle. C'est ça, le cœur de l'histoire. À travers les âges, les extinctions, les renaissances, la cellule, cette petite brique de base, elle est restée. C'est la grande constante, le fil conducteur de toute l'histoire de la vie. Mais les formes incroyables qu'elle a pu prendre, un trilobite, un dinosaure, un lion, un oiseau, tout ça, ça a été dicté, façonné par ces gigantesques bouleversements planétaires. Et tout ça, ça nous laisse avec une question, assez vertigineuse. Un jour, dans des millions d'années, quand d'autres regarderont les couches géologiques de notre époque, quelle histoire liront-ils? Celle d'une simple page qui se tourne, ou bien le début d'un tout nouveau chapitre?